Bienvenue au balado La Peau Santé Vitalité, où on parle des enjeux qui nous tiennent à cœur avec des experts de chez nous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean Codjo, agent pédagogique dans le secteur de l'éducation et du développement de la petite enfance. Aujourd'hui, on va discuter du mois de l'histoire des Noirs, dont le thème cette année est l'héritage et le leadership des personnes noires, célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures. Merci, M. Codjo, de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi c'est une célébration vraiment importante ici au Nouveau-Brunswick et au Canada? Peut-être il faut mettre un peu dans le contexte, savoir que l'historique quand même de cette célébration, ça a commencé dans les années 20, précisément en 1926 aux États-Unis, parce que c'est là où on trouve beaucoup de Noirs à cause de l'esclavage, etc., etc. Et ça avait commencé avec Carter, c'est un historien et un pasteur qui s'appelle, j'ai oublié, Jesse, c'est ça, oui. Et donc, c'était pour parler quand même des Noirs, comme la semaine des Noirs, ce n'était pas tout un mois. Et jusqu'en 1976, Gerald Ford, le président américain d'alors, avait officialisé ça. Mais au Canada, ça nous a pris environ 20 ans avant que ça ne devienne réalité ici en 1995. C'est en ce moment qu'on a commencé par célébrer le mois de l'histoire des Noirs et le but, c'est de sensibiliser la population canadienne quand même à la contribution des Noirs au fondement du Canada. C'était ça le but. Cela sous-entend qu'entre-temps, les gens ne voyaient pas des Noirs comme étant des gens qui ont participé à la fondation, à la création du Canada. Puis vous êtes là depuis le début aussi, là. Oui, ne serait qu'en parlant de l'histoire, il y a un certain Mathieu Dacosta qui avait accompagné, qui était même l'interprète quand Samuel de Champlain était ici. Donc, vous voyez, ça fait très longtemps. Et quand on dit l'interprète, cela veut dire que quelque part, il connaissait quand même la culture autochtone. Parce qu'on voilà, mais fort probablement, parce qu'il servait d'intermédiaire entre les Européens et les Premières Nations, les Autochtones. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour certains Noirs, on était même là avant, beaucoup même d'Européens qui sont arrivés ici. Qui sont ici aujourd'hui et qui se battent encore pour savoir qui se battent encore, mais c'est ça. Mais ça se voit que quand on lit les écrits, Samuel de Champlain n'a fait aucune mention de ce monsieur dans ses écrits. Ça montre, je ne pense pas qu'il soit raciste, mais c'est juste que, peut-être ce n'est pas important de parler de lui. Donc, ça veut dire, les Noirs étaient ici, ça fait plus de 400 ans, au même titre que les Acadiens ici. Mais peut-être pas le même titre, mais on ne sait jamais. Puis là, vous avez dit aux États-Unis que ça a commencé, peut-être que je vais me tromper, là, je vais vous reprendre, mais en 1926? Dans les années 20, en 1926. Donc, près de 100 ans passés. Oui, près de 100 ans. Et c'était l'initiative de cet historien Carter et du prêtre, c'est un prêtre qui s'appelle Jesse, oui. Puis maintenant, cette célébration-là, on la voit beaucoup aux États-Unis et au Canada parce qu'on est ici, mais est-ce que ça se passe partout sur la planète au mois de février? Pas au mois de février en Europe. Je pense qu'en Europe, mais sinon au Royaume-Uni, je pense que ce n'est pas en février, je pense que c'est en octobre. OK. Ouais, mais c'est ça, ouais. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette explication. Je voulais savoir aussi, est-ce que la thématique de cette année vous parle? Et pour les auditeurs et auditrices à la maison, je vais répéter de nouveau la thématique 2025 qui est l'héritage et le leadership des personnes noires. Célébrer l'histoire canadienne, et on vient de parler de l'histoire canadienne, et inspirer les générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Il faut dire que cette thématique est la suite logique de la thématique de l'année dernière. Peut-être une petite parenthèse. Au Nouveau-Brunswick, on parle du mois de l'histoire des Noirs. En Nouvelle-Écosse, où il y a beaucoup de Noirs aussi, il faut peut-être pour l'histoire... la Nouvelle-Écosse avait accueilli des Noirs loyalistes qui avaient accompagné des Britanniques loyalistes qui voulaient se battre aux côtés quand même, qui ne voudraient pas se battre aux côtés des Américains.
par l'indépendance des Américains, et on leur avait promis, écoutez, si vous vous battez avec nous, peut-être on va vous trouver des terrains. Donc, ils ont suivi ces loyalistes-là ici. Et l'une des promesses était la libération. Il faut dire que certains Noirs, ceux qui ont accompagné les loyalistes en Nouvelle-Écosse, certains sont retournés en Afrique pour créer des pays comme le Libéria ou la Sierra Leone. Donc, il y a toute une communauté noire en Nouvelle-Écosse. Et au lieu de parler de l'histoire des Noirs, ils préfèrent parler de l'héritage africain. Donc, ils ne disent pas l'histoire des Noirs, ils parlent de l'héritage africain. Ça revient au même. L'année dernière, la thématique était la célébration de l'excellence noire. Donc, vous voyez, c'est une suite logique de la thématique de cette année. Donc, comme on dit là, c'est qu'il faut montrer quand même la contribution des Noirs, ce que les Noirs ont fait pour la communauté et pour le pays, le Canada. On n'était pas juste assis quelque part, on n'était pas juste des esclaves comme à l'époque. Donc, pour moi, oui, il faut continuer à montrer, à sensibiliser la population à la contribution des Noirs à la Fondation du Canada. Oui. C'est important d'en parler dans les écoles, d'en faire des événements. Mais c'est ça, c'est important d'en parler. Comme dit là, la célébration de l'histoire des Noirs ne devrait pas être l'objectif. L'objectif final devait être le Canada. Parce que c'est ça. Mais si on en parle, mais c'est parce que il y a beaucoup de choses sur la communauté noire que des gens ignorent. Donc, c'est pourquoi on a gardé encore ces célébrations-là. Très bien, merci. Lorsqu'on travaille dans le domaine de la santé ou de l'éducation, comme vous et moi, on remarque rapidement la contribution des gens issus de l'international, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Si on reprend au niveau de la santé, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'apport de toutes ces personnes-là qu'on va chercher pour un peu supporter notre système de santé? Ouais. Bon, je suis pas spécialiste quand même en santé, mais ça se voit. Il suffit seulement d'aller dans les hôpitaux, on voit de plus en plus quand même des visages diversifiés, différents de la majorité ici, et surtout dans les maisons des personnes âgées, on voit que la majorité des gens qui travaillent là, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et parmi ces gens-là, il y a aussi les gens de l'Afrique, en parenthèse, les Noirs. Et donc, je pense que sans ces gens, probablement le système serait complètement à terre, parce que on est d'accord qu'il y a pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Ce n'est pas seulement en Acadie, ce n'est pas seulement au Canada, c'est un peu partout. Mais ici, avec le vieillissement de la population, ça se remarque qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, sans ces gens, je crois que le système ne serait pas encore solide et tout serait vraiment à terre. Donc, il contribue vraiment beaucoup quand même au fonctionnement du système de la santé ici. Ouais. C'est beau de voir aussi le multiculturalisme dans les hôpitaux et les centres de santé, puis de pouvoir traiter parce qu'on a quand même des gens dans notre population qui viennent de l'extérieur, puis c'est bon pour eux d'être représentés au sein de notre système de santé aussi. C'est ça. Et n'oubliez pas aussi que, à la longue, ce qu'on souhaite pour nos sociétés, c'est le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, on ne parlerait pas de vivre ensemble si on était tous les mêmes. C'est parce qu'on était différents qu'il faut parler de vivre ensemble, pour que les gens vivent avec la différence des autres. Donc, c'est une belle occasion pour la future génération parce que nos enfants le voient. Mais écoutez, j'ai enseigné pendant 19 ans à l'école l'Odyssée et les enfants qui m'ont eu comme enseignant, ils sont déjà habitués. Ils disent, ah oui, mais j'ai un enseignant d'origine africaine, il est noir. Donc, pour moi, ce sont mes alliés. C'est ça. Donc, ils sont habitués quand même à divers visages. Donc, la présence de ces gens dans le système de santé ici est une belle occasion non seulement pour la société, mais pour la future génération aussi, nos enfants. Ils sont habitués à se faire soigner quand même par quelqu'un qui ne vient pas d'ici. Lorsqu'on parle du vivre ensemble, c'est sûr que le multiculturalisme, ça apporte quelque chose de vraiment merveilleux. Où est-ce que vous nous voyez dans 20 ans comme société canadienne, néo-brunswickoise, dans le partage de nos cultures? Oui, évidemment, quand on parle de vivre ensemble, c'est
parce que quelque part, on reconnaît qu'on est différent. Si on était tous les mêmes, ça ne sert à rien de parler de vivre ensemble. Et quand on dit vivre ensemble, ça veut dire dès le départ, on reconnaît que l'autre est différent. Et comme j'ai fait toujours la comparaison avec deux personnes qui veulent se mettre en couple. Et chacun vient avec ses valeurs. Et pour se mettre en couple, il y a des compromis à faire. Il y a des choses, on dit, OK, pour le bien du couple, je dois peut-être abandonner telle chose pour le bien du couple. Et chacun, c'est une relation gagnant-gagnante. Et le vivre ensemble, c'est ce que ça amène. J'aurais souhaité vraiment une société où la différence ne constitue pas un obstacle pour des gens qui veulent se comprendre, qui veulent vivre dans le même espace avec les valeurs différentes. Tantôt, vous avez parlé aussi de l'importance d'avoir des alliés. Comment, lorsque vous avez enseigné à l'École Loti, vous vous êtes fait des alliés. C'est ça. Oui. Lorsqu'on arrive ici, on doit avoir probablement, on a besoin d'alliés. Ça doit être difficile, l'intégration. C'est quoi les défis que vous rencontrez lorsque vous arrivez au Nouveau-Brunswick? C'est un défi pour tout le monde, pour la personne qui vient d'arriver, parce que c'est un environnement quand même différent. Il faut avoir une bonne raison pour que quelqu'un quitte un pays chaud pour venir se cloîtrer dans un environnement assez glacial. Donc, il faut que, mais soit c'est pour des raisons de sécurité, ça pourrait être aussi pour des raisons de cœur. Il y a mille et une raisons pourquoi quelqu'un se déplace. Et quand on est dans un environnement auquel on n'est pas habitué, on apprend tout. Et c'est sûr que la personne qui quitte son pays, il est préparé. Il est bien préparé, qu'il va quelque part où les choses ne fonctionnent pas comme chez lui, cette personne-là. Donc, il y a tout un tas de choses à apprendre, et la société d'accueil aussi a aussi beaucoup de choses. La société d'accueil qui est ouverte, et heureusement l'Acadie est très très ouverte quand même pour accueillir des gens. Et oui, les défis souvent c'est des défis de communication, des malentendus culturels, et tout ça, c'est des choses normales parce qu'on n'est pas le même. Et c'est évidemment, pour que ça fonctionne, la société d'accueil doit faire une place pour les autres aussi. Et les autres doivent aussi comprendre qu'il y a une façon de fonctionner, de fonctionnement des choses ici qu'il faut vraiment suivre. Donc, en gros, ce n'était pas si mal, mais c'est ça. Quand les humains se rassemblent, il y a toujours des petits défis, des petits, mais c'est ça qu'il faut apprendre. Comme j'ai dit, le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas une loi où quelqu'un décide à l'avance, OK, à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre ensemble. Non, on vit ensemble en apprenant à vivre ensemble. On le fait en apprenant. C'est pas des contacts. C'est une décision individuelle. C'est une décision individuelle et aussi collective. Ouais. C'est ça, oui. On dit que la société a fait beaucoup de chemin avec toutes sortes de questions sociales, par exemple la place des femmes ou les personnes LGBTQ+. Où est-ce que vous sentez qu'on se situe comme société par rapport aux gens issus de l'international, aux gens, aux personnes noires? Est-ce que vous trouvez qu'on est une société accueillante ou qu'on a encore du travail, du chemin à faire? En gros, on est une société accueillante. Ça, il faut pas se voiler de la face, mais je ne sais pas si c'est fait avec de bonne foi ou pas, mais l'Acadie est consciente qu'elle a besoin de s'ouvrir. OK? L'Acadie est consciente qu'elle a besoin de s'ouvrir. On a un problème démographique ici. Et aussi, l'immigrant qui arrive aussi vient ici parce que il fait bon vivre ici. S'il y avait une guerre ici, on ne viendrait pas ici, on serait ailleurs. Donc, on a besoin mutuellement. Et aussi pour des raisons de solidarité internationale aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit les enjeux environnementaux. Et l'environnement n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Ce qui se passe quelque part au Congo peut nous affecter ici. L'empreinte écologique de quelqu'un dans le pôle Nord peut affecter tout le monde. Donc, on revient à la base, la race humaine. Peut-être une petite parenthèse. La question des races c'est un construit social. On l'a construit socialement. Ça n'existe pas. Il y a seulement une seule race humaine. Et là, on voit, oui, on est des ethnies. Il y a des
petites différences, couleur de peau, mais ainsi de suite. Donc, on voit que le fait d'accueillir quelqu'un d'autre nous rappelle, nous ramène à cette notion de base que même s'il y a une différence physique visible, il y a plus de choses qui nous réunissent. On a tellement de choses qui ressemblent, qui nous amènent en commun que des différences. Donc ça, c'est l'occasion de voir qu'en réalité, quelqu'un qui quitte au fin fond du Bénin ou bien du Sénégal a quand même des comportements qui ressemblent à nos grands-parents ici. Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, oui, même c'est ça. Donc on est tous des humains et l'arrivée des immigrants nous donne cette occasion de voir ce que nous avons en commun. Lorsqu'on voyage, on acquérit un certain bagage, une façon de voir le monde très différente que si on n'a jamais quitté son petit nid familial ou son chez-soi. Pour ceux et celles qui n'ont jamais voyagé ou qui n'ont jamais quitté le pays, ça doit être très difficile de tout lâcher. Tu sais, c'est pas une décision à faire à la légère. Vous arrivez ici, vous connaissez pas comment la monnaie fonctionne, comment se louer un logement, puis tout ça. Fait que des fois, on a l'impression que quelqu'un arrive ici et que c'est facile, mais parlez-nous un peu de tout ce qui est la paperasse, la documentation, s'habituer à une nouvelle monnaie. Mais c'est que dans l'une de tes questions, tu parlais qu'il y a encore des chemins à faire. Effectivement, il y a encore des chemins à faire. Ce n'est pas facile. Bon, je donne un petit exemple. Peut-être toi, si tu veux aller à Cuba ou bien tu veux aller dans un pays africain, le visa, c'est quelque chose qui s'obtient en ligne 5 minutes, 10 minutes et tu as ton visa et tu peux aller. Mais pour un Africain, non. Parfois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans avant que tu ne sois accepté. Mais une fois arrivé, on se rend compte, comme j'ai dit, là, pour moi, je distingue plusieurs catégories de Canadiens. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on a besoin des autres quand même pour diversifier notre population. Il y a d'autres qui pensent parce qu'on a besoin d'eux pour faire fonctionner des industries ou bien le domaine de la santé, c'est ça sans les immigrants et ça va être très difficile. Je prends même l'université. S'il n'y a pas des étudiants internationaux, je pense que l'université aurait fermé beaucoup de départements. Mais c'est ça parce que, à ma connaissance, les étudiants internationaux constituent environ 20% de la population des étudiants. Eux aussi, les étudiants, ils font beaucoup de choses. Ça, c'est pas facile pour eux de se rendre ici sur place. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est tout un chemin à faire. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai complètement une autre approche quand même par rapport à la question de la diversité, c'est de chercher des approches inclusives. Il faut donner du temps à la société d'accueil aussi de s'habituer à nous. C'est parce que c'est aussi nouveau pour eux. Ce n'est pas tout le monde qui a pris la décision que nous voulons avoir des immigrants. C'est ceux qui sont dans l'industrie de la pêche, ils ont besoin des immigrants pour faire fonctionner. Dans la santé, on a besoin de proposer. Et ainsi de suite. Ceux-là sont conscients, ils le savent. Mais à part eux, les autres, c'est une découverte. Mais d'où vient-il? Il apprend. Il y a d'autres qui sont très ouverts à ça. Ils apprennent. D'autres, ce n'est pas qu'ils sont racistes, mais ils sont juste un peu méfiants. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une question d'éducation, de prévention de la société? Oui, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation et aussi du temps. Il faut donner du temps aux gens de s'habituer. Là, on voit beaucoup de fêtes multiculturelles un peu éclatées partout dans la province. Les étés, on voit des musiques, des fêtes. Puis ça doit aider beaucoup aussi à l'intégration des gens. À l'intégration des gens. Et là, tu viens de prononcer le mot fête. Et là, tu vois que dans n'importe quelle culture, il y a la fête. Et ces fêtes-là, les Acadiens, nous aussi, on a l'habitude de faire ça. Le tintamarre et tout ça, le tintamarre, tu vois. Donc, comme j'ai dit au départ, on a tellement de choses en commun que vraiment des différences. Il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, beaucoup de ressemblances, de similitudes avec nos valeurs que vraiment des choses qui nous séparent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de discrimination que vit la communauté noire en 2025? Pour une personne comme nous qui peut-être ne vivons pas ça, c'est difficile parfois de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette Oui, c'est comme d'entrée de jeu, là, je ne voudrais pas dire que les gens sont racistes. Les gens sont juste
méfiant quand quelque chose est différent. C'est parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas s'il a les mêmes valeurs que nous. Mais sinon, c'est des choses qu'on vit au jour le jour. Là. Bon, moi, j'ai déménagé de Nouvelle-Écosse parce que j'ai passé une année en Nouvelle-Écosse pour enseigner. Et à mon retour, je cherchais quand même des logements. Je ne parle pas de loin, là. Ça fait à peine 4 mois, là. Okay? Et là, j'ai trouvé un logement, j'ai trouvé quelque chose en ligne, c'est ça. Donc, j'ai appelé la dame et dit, ah, oui, tu peux venir voir. Et elle a l'air de, oh, wow, ok, ben oui, c'est vrai, tu vas rester ici. Et quand je suis allé pour voir l'appartement, ce n'était plus elle qui était là, c'était son mari. Je n'avais pas parlé à son mari. Et là, son mari a trouvé une autre raison pour dire, bon, notre appartement, c'était juste loué pour 2 mois. Et alors qu'avec la femme, on avait dit c'est une location d'1 an ou de 2 ans, possiblement. Donc, est-ce que c'est un acte de racisme? Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai l'impression que pour son mari, une fois vu, ah non, peut-être, c'est ça. Donc, je ne pense pas qu'il est raciste, mais il veut juste s'assurer que la personne qui va louer l'appartement sera en mesure, sera capable de payer ses loyers. Et donc, pour lui, la majorité des Noirs sont peut-être des gens pauvres. Ils ne peuvent pas payer. Donc, peut-être c'est ça. Donc, je ne crois pas qu'il soit vraiment raciste. Et il y a encore 1 an, en Nouvelle-Écosse, souvent, nous, les Africains qui ont transité par l'Europe, parce que je suis resté aussi en Europe pour quelques années, on a habitué à se faire interpeller par la police souvent en route. Donc, ça fait que souvent, on sort avec nos cartes d'identité juste pour s'assurer que tout est correct. Même ici, au Canada, vous sortez aussi avec vos cartes? Bon, il faut dire qu'au Canada, moins. En tout cas, moi, je ne suis pas resté dans une grande ville comme Montréal. Moi, je suis toujours resté dans la région ici, Sackville et Moncton. Et je n'ai pas vécu tellement cette expérience-là au point où j'ai oublié cette habitude-là d'avoir toujours mon passeport sur moi. Mais quand j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, 2 jours après, je suis fait interpeller par la police. Et est-ce que c'est un acte de racisme? Je ne crois pas, parce que écoutez, moi, le racisme, c'est un gros mot. Comme je dis là, souvent c'est l'ignorance. Et souvent, cette policier, ils sont en train de chercher quelqu'un qui aurait fait quelque chose de mauvais. Et selon la description de cette personne, c'est un noir. Donc, n'importe quel noir, il voit sur la route, même c'est ça, moi, je me suis posé la question, si c'était un blanc, est-ce qu'il va interpeller tous les blancs? La Nouvelle-Écosse, on ne sait pas. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il est raciste. Je ne crois pas, mais c'est juste. Je ne crois pas qu'il s'est levé le matin et dit, écoutez, aujourd'hui, il faut que j'arrête un noir. Non, mais c'est juste quand la situation se présente, comment est-ce qu'il se comporte. Dans ce genre de situation, on le vit au jour le jour. Ou bien tu vas dans un magasin et bon, tu te promènes, et ça c'est même arrivé ici à Moncton, à la librairie de l'hôpital, où on m'a approché pour est-ce que tu veux acheter quelque chose. J'ai dit, mais je regarde, et on me dit, ok, ben si tu ne vas pas acheter, peut-être il faut pas rester ici longtemps. Est-ce que c'est un acte de racisme? Je ne sais pas. Mais probablement que ces gens ont vécu quelque chose avant, où des clients noirs ont posé des actes désobligeants, bien ont posé des actes qui ne sont pas corrects. Donc, eux, chaque fois quand ils voient un noir, ils pensent que c'est potentiellement quelqu'un qui pourrait voler quelque chose. Peut-être ça. Mais comme je dis, on a tous à apprendre de l'un de l'autre. Mais c'est une question de confiance. Il faut rassurer les autres qu'on n'est pas une menace. Et comme je dis, ceux que nous rassurons, ce sont nos alliés. Mon élève est un allié parce que j'ai été son enseignant. Je pense que les 19 ans que j'ai enseigné, il doit avoir plus d'1 million d'élèves qui ont passé par moi. Ce sont mes alliés. Dans ceux-là, ils sont rassurés que, ah non, ils sont comme nous, c'est des Noirs, ils sont comme nous. Donc, on a besoin des alliés et nous devons faire en sorte que nous ne mettons pas nos alliés et nos ennemis dans le même panier.
je pense que c'est cette erreur-là qu'il ne faut pas aussi commettre. Et on le voit avec le mouvement wokisme, qui au départ aussi, c'est dans les années 30 qu'on avait commencé ça aussi, qui au départ c'était un mouvement contre les injustices envers les Noirs. Mais aujourd'hui, c'est récupéré par tout autre mouvement et c'est mal perçu dans la société. Mais c'est passé quelque part, on ne permet pas aux autres on ne rassure pas les autres. Par exemple, si on dit, parce que c'est le wokisme qui aboutit aussi au mouvement Black Lives Matter. Et donc, si quelqu'un dit, si je dis Black Lives Matter et que l'autre me dit, mais la vie des Blancs aussi compte, je n'ai pas à l'insulter. Je vais lui expliquer pour dire pourquoi, pour le moment, on parle des Noirs. Au lieu de le rabaisser, rabâcher pour dire non, tais-toi, pour le moment, on parle des Noirs. Donc, nous devons aussi avoir un comportement qui rassure les autres. Hein? Parce que, comme j'ai dit, n'oubliez pas, l'idéal, l'objectif, c'est le vivre ensemble. C'est vrai. Puis nous, comme société canadienne, acadienne, comment peut-on devenir de meilleurs alliés pour vous? Si moi, comme personne, Jessica Savoie, j'aimerais devenir une meilleure alliée, m'améliorer comme personne, qu'est-ce que je peux faire comme action concrète? Mais tu ne cherches pas à faire quelque chose d'extraordinaire, juste être toi, curieux, parler avec moi, me connaître. C'est ça le but. Essayer de me connaître, ne présume pas que tu me connais. Et pour me connaître, il faut qu'il y ait des actions avec nous. Il faut me parler. Mais c'est ça, être curieux, être ouvert d'esprit. Mais ce n'est pas seulement toi. Moi aussi, je dois être ouvert d'esprit. C'est la communication. Ne faire rien d'extraordinaire. Parce que souvent, les immigrants n'attendent pas quelque chose d'extraordinaire. Ils veulent juste avoir quelqu'un qui l'écoute, qui comprend, pour s'ajuster. Et souvent, les immigrants, ils veulent s'assurer qu'ils savent comment les choses fonctionnent. Parce que c'est des codes de fonctionnement. Chaque société a ses codes de fonctionnement. C'est des petites nuances que tout le monde ne sait pas. Et c'est dans ce détail-là que se trouve le diable. Parce que j'ai toujours donné cet exemple aux gens quand j'ai fait mes présentations. Quand j'étais en Allemagne, je ne savais pas que si quelqu'un t'invite, si une fille qui est célibataire t'invite, toi, célibataire, à prendre du café, en réalité, ça peut aller plus loin que ça. Ça veut dire, je cherche à te connaître. Et moi, quand j'étais en Allemagne, moi, je n'aimais pas du café. Donc, j'ai tout dit bonnement. Non, je ne bois pas du café. Tu vois? Donc, je n'avais pas compris ces codes. C'est une petite nuance. Et c'est dans les nuances-là que tout peut t'arriver, les malentendus, les incompréhensions. J'aurais pu dire, OK, bon, oui, mais moi, je ne veux pas boire du café. Ou bien elle aurait pu dire, bon, je l'ai dit en pleine face là, que je ne bois pas de café. Elle aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu aimes boire? Tu vois, c'est la communication. Mais c'est des codes de fonctionnement. Et tout immigrant, ça, je peux vous le garantir, la majorité des immigrants cherchent à connaître ces codes de fonctionnement, à savoir comment ça fonctionne. Mais souvent, personne n'a la patience. C'est ça, parce qu'on veut aller, parce qu'on est gêné d'aller plus loin dans nos questionnements. C'est ça. Donc, tu n'as rien d'extraordinaire à faire, c'est juste être ouvert, chercher à me connaître, ne présume pas que tu connais mes besoins. C'est à moi, si tu veux parler de moi, si tu veux prendre une décision qui me concerne, je dois être à la table. Il faut que tu me parles. Et c'est comme ça que tu vas mieux. Je croyais qu'il voulait être, mais en réalité, après avoir parlé avec lui, là, non, c'est beaucoup plus. Ses besoins ne sont pas ceux à quoi je pensais. Ça fut fort intéressant, cette conversation. Je vous remercie, Monsieur Codjo, d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous joindre à nous pour une discussion très importante. Donc, je rappelle, c'est Jean Codjo, agent pédagogique dans le secteur de l'éducation et du développement de la petite enfance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.